Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain, nouvelle formule aujourd'hui. On essaie d'en faire 74 en... non, je blague. Mais on prend le rythme. Allons-y, je t'écoute. Alors, écoute, on commence en riant entre toi et moi, mais la nouvelle que je te présente là n'a absolument rien de drôle. Pour être franc avec toi, j'essaie toujours d'éviter un peu de commenter directement, puis tu sais, d'aller de front sur ces nouvelles-là. Mais là, j'ai vraiment envie de vomir, là. C'est épouvantable. C'est une mère et son conjoint, une mère de 2 enfants et son conjoint qui ont été arrêtés par le service de police de la ville de Québec pour des crimes incestueux envers les 2 enfants de la dame. Ils sont aujourd'hui âgés de 5 et 6 ans. Mais les agressions ont commencé en novembre 2017. Donc, les enfants n'avaient pas encore 1 an à ce moment-là. On parle ici quand même, femme de 33 ans, homme de 25 ans. Tout ça, ce serait terminé, les agressions, à peu près à l'été 2023. Donc, c'est pratiquement hier, là. Tu sais, pratiquement hier. Ils font face à énormément de chefs d'accusation de nature sexuelle. Évidemment, l'agression sexuelle et le contact sexuel à l'inceste en fait partie, la corruption d'enfants également. Il y a un chef de plus pour l'homme qui, lui, est accusé d'avoir exhibé... il est accusé de 2 chefs de voies de fait. Les parents sont aussi accusés d'avoir exhibé leurs organes génitaux aux enfants. Écoute, je trouve ça... Je suis sans mots, André-Sylvain. Je comprends même pas qu'est-ce qui... comme... Puis on a eu une conversation similaire lors du segment d'hier. Pour moi, il y a une profonde maladie mentale quand tu sexualises. Tu parles d'enfants de moins d'1 an. Là, je veux dire, t'es pères, là, je veux dire, il y a rien... On a aussi parlé de la projection dans un autre épisode, de la projection parentale qu'on fait envers ces victimes-là. C'est pas des nouvelles qui sont faciles, disons, à rapporter. Ces gens-là sont en prison déjà, j'imagine? Oui, absolument. Pas question de les libérer pour l'instant. Les enfants sont placés, comme on dit. Espérons qu'ils soient dans un environnement... plus sain, cette fois-ci. Ça sera pas difficile. Quand même. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Il y a un drame qui s'est joué au parc du Mont-Saint-Bruno aujourd'hui, jeudi. C'est une femme de 72 ans. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Devant sa famille. Devant sa famille, devant des proches. Elle a reçu un arbre sur elle. C'est un secteur qui est un peu difficile d'accès. Donc, je présume que c'est une piste quand même assez... technique, plus difficile. Ouais, peut-être plus technique, plus en forêt. Là, la grande question, bon, écoute, premièrement, son décès a été constaté sur place, là, donc disons que c'était sans équivoque, malheureusement. Visiblement, elle n'a eu aucune chance là-dessus. Mort évidente, donc forcément, souvent, on sait tout ce que ça implique. La CEPAC a réagi à ça. Elle a dit, écoutez, on est sur place, on essaie de comprendre pourquoi l'arbre est tombé. Visiblement... ça devait être un arbre assez imposant. Au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est quand même... je sais pas, je marche beaucoup en forêt. Ben, tu sais, un arbre d'une taille suffisante là, pour me tuer. C'est pas une petite branchouille qui tombe, là, évidemment. Puis j'ai la misère à comprendre comme un scénario comme... à moins que tu sois en train de couper l'arbre. Mais c'est quand même comme un peu inimaginable. Puis il y avait des gens avec elle, là, si je comprends bien, c'est pas un drame solo. Là, donc personne n'a vu ça arriver. Encore une fois, j'imagine bien la scène. Puis évidemment, ça doit être vraiment traumatisant pour les gens qui étaient là avec elle. Surtout si c'était des membres de sa famille. Là, t'imagines, tu marches dans la forêt, puis c'est quand même... tout à fait. Puis généralement, dans les parcs comme ça, là, on parle quand même d'un parc qui est assez achalandé. Là, Mont-Saint-Bruno, on parle pas d'une randonnée dans une montagne obscure dans le coin du Mont-Tremblant. Donc, tu sais, forcément, il doit y avoir une certaine surveillance des arbres qui est faite. Pourquoi celui-là particulièrement a échappé à cette surveillance-là? L'enquête va le dire, parce qu'il y aura une enquête, évidemment. Bien étrange à faire, en tout cas. Tout savoir en 24 minutes.
Alors, c'est le retour au pays de Rubens Denis. Je ne sais pas si je le prononce bien, je pense que oui. 31 ans. Il avait été arrêté, lui, à Lisbonne, au Portugal. C'était le 1er mars dernier, quand même. Fait que ça a pris 4 mois avant de le rapatrier ici. Qui est M. Rubens Denis? Ben, Rubens Denis est accusé de trafic de drogue et c'est le bras droit de l'infâme Pic Turmel, celui qui a déclenché, ou en tout cas qui a, je pense, indigné le Québec en entier avec les événements de torture de Hells, si je me trompe pas. Écoute, moi, ben, franchement, j'ai vu les images non censurées et c'était... c'était difficile. C'est plus courageux que moi, honnêtement. Je me suis pas rendu aussi creux que ça dans le, tu sais, dans le dossier. Quand on fait ce métier-là, on reçoit les images brutes. On doit ensuite s'assurer que c'est montrable. Elles sont authentiques et qu'elles sont montrables également. Je te dirais, une de mes tâches quand j'étais à TVA, LCN, c'était justement de brouiller ce genre d'images-là. Donc, tu sais, toi, tu vois ces choses-là. Je peux te dire, ce qu'ils ont fait, la gang à Pic Turmel, là, c'était... Je peux pas dire que j'ai énormément de sympathie envers les criminels en général, mais là, on était rendu loin. Là. On était vraiment rendu très loin. Ouais, 4 mois de délai, c'est quand même... Je connais pas grand-chose à la loi sur l'extradition. On a parlé de Julien Assange plutôt cette semaine. Lui, ça a été 15 ans. Là, mais 4 mois, ça me semble quand même un peu long. Je sais pas. En fait, ce qui s'est produit, c'est que les autorités portugaises l'ont arrêté, l'ont détenu depuis, comme je te disais, le 1er mars dernier. Et là, s'enclenche une espèce de valse diplomatique sur l'extradition. Et le SPVQ, service de police de la Ville de Québec, l'avait dit d'emblée, ça va peut-être prendre 1 semaine, ça va peut-être prendre 3 mois, ça va peut-être prendre 1 an. Donc, ce sont des procédures qui peuvent s'échelonner. C'est une durée normale, donc, grosso modo. Donc, 4 mois, c'est plutôt rapide, même quand on considère que 1 an, ça commence à faire longtemps. Bref, il était recherché, comme je te le disais, pour trafic de stupéfiants et complot dans le but de commettre le trafic de stupéfiants. Monsieur Denis va comparaître, normalement, ça devrait être vendredi matin. Et il restera détenu jusqu'à nouvel ordre. Là. J'imagine. Tout savoir en 24 minutes. J'ai 4 lettres qui te font plaisir, Francis, je le sais. Attention, je te laisse les deviner, t'as une chance. OCPM. Ouais! Je sais plus si ça me fait plaisir. Honnêtement, je suis comme... on dirait que plus ça avance, là, je commence à soit ressentir une lassitude, un découragement, une profonde frustration. Je sais plus, je trouve plus le bon adjectif pour décrire... Ben, on commence à en manquer, hein, parce qu'on en parle souvent de l'OCPM en ce moment. Alors, Office de consultation publique de Montréal, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité depuis quelques jours. Exactement. On rappelle que le Journal de Montréal, Bureau d'enquête, avait fait un extraordinaire papier sur les dépenses qui n'en finissaient plus de l'OCPM, de sa direction, de Guy Grenier, entre autres, aussi, Madame Olivier et tout ça, Isabelle Beaulieu, l'ancienne présidente. Alors, quand ils ont fait les demandes d'accès à l'information, le journal a reçu des documents caviardés. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais Guy Grenier avait caviardé lui-même son contrat d'embauche. Bien sûr. Donc, la grande question, c'était qu'est-ce qui se cache derrière ce caviardage-là? Eh bien, on apprend qu'il y avait pas mal d'alcool quand même qui a été consommé aux frais des contribuables. Moult alcool. Ouais. Moult alcool dans plusieurs repas. On apprend, entre autres, que le tiers des repas d'Isabelle Beaulieu, l'ancienne présidente de l'OCPM, elle a justifié 80 repas en 18 mois. Le tiers de ça était en compagnie de Guy Grenier, qui était pas tout à fait à l'OCPM à ce moment-là, mais qui était en processus d'embauche, si je ne me trompe pas. L'OCPM a également payé des frais de repas à la femme de Guy Grenier, qui est allée dans des missions à l'étranger, se prenait une chambre d'hôtel, disait à sa femme, ben, viens donc avec moi. Et normalement, la règle dit, si la conjointe accompagne, elle doit payer la moitié des frais. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas dans ce cas-ci.
ça, celle-là, je t'ai entendu la commenter dans ton segment LCN. C'est quand même assez percutant, je dirais. Luc Doré a chargé plusieurs restaurants où il allait seul, dont un pour écrire une lettre pour demander de l'argent supplémentaire à la ville. Donc, Monsieur Doré... Ça s'invente pas, honnêtement. Ben, tu sais, quand on parle de gaspillage de fonds publics, là, franchement... peut-être qu'on est un peu là-dedans. Écoute, je sais pas si on a cette grande influence de faire bouger les choses. Le Journal de Montréal, assurément, a fait un travail vraiment rigoureux depuis plusieurs mois à ce sujet-là. Mais moi, une petite suggestion là, pour les auditeurs, là, si vous travaillez pour Revenu Québec ou l'Agence de revenus du Canada, je serais très intéressé de savoir si tous ces repas seuls, ces nuits d'hôtel avec madame, ces repas pris à deux à brainstormer là, sur l'heure du midi, juste en bas de la job, il n'y a pas quelque chose comme un avantage imposable là-dedans. Parce que franchement, tu sais, mettons que mon contrat à Cube impliquait un lunch, là, ben, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu sais, 365 jours, il faut un lunch. Là, c'est quelque chose qui me serait payé puis qui serait un peu une forme de revenu, là, n'est-ce pas? Fait que, tu sais, ces gens-là qui se sont quand même... Donc, tu doutes qu'ils aient déclaré ça dans leur impôt? C'est clair, mais c'est fou parce que, tu sais, autant la réaction de Mme Olivier, puis donc qui maintenant poursuit Québécois, que celle de Mme Beaulieu, puis M. Grenier qui, lui, est resté quand même assez muet sur toute cette affaire. Mais tu sais, les réactions, j'ai pas le mot français, righteous, tu sais, ça leur était dû. C'est quelque chose auquel ils avaient droit, tu sais, parce qu'ultimement, c'est des grands serviteurs de l'État, donc forcément, moi, je me fais vivre à même les deniers publics, puis, tu sais, qui ose poser des questions à la reine, là, tu sais, c'est un peu la réaction de Mme Olivier, là, dans tout ça. Ben, qui poursuit Québécois, d'ailleurs, dans cette affaire-là. Parce qu'elle est convaincue à quelque part que ça lui était dû. Mais ultimement, comme je le dis, moi, je travaille, puis quand je vais me chercher un sandwich, je le paye, tu sais. Fait que c'est sûr que si, en plus, c'est de l'argent public qui vient à quasiment tous mes repas défrayer mes coûts de repas, mais c'est un avantage imposable. Puis je suis désolé, fais la somme là, de tous tes lunchs pendant 200 jours ouvrables dans une année, fois 10, 15, 20, 30 $ par lunch. Je te garantis qu'il y a une petite facture d'impôt qui va être envoyée à la fin de l'année. Fait en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, je serais bien intrigué qu'on décortique un petit peu comment ça a été déclaré, tous ces beaux avantages là, qui ont été perçus finalement par les dirigeants de l'OCPM à travers le temps. Je demanderais bien un accès à l'information, mais je doute qu'on me donne les... Je pense qu'on a utilisé quelques cartouches à cet effet déjà, cher ami. Actualité. Je pense que je ne te surprendrai pas en parlant de ce qui se passe dans le métro de Montréal. Augmentation de la violence, augmentation significative de la violence. En 2023, on compte 662 voies de fait. C'est des données obtenues par le 24 heures. En 2022, c'était 368. Fait qu'on n'est pas au double, mais pas loin. 57 agressions sexuelles dans le métro de Montréal. Moi, j'ai fait un saut quand j'ai appris ça. Une agression sexuelle dans le métro de Montréal. Il est supposé avoir des caméras, il est supposé avoir des agents. Une agression sexuelle, c'est pas comme un vol de portefeuille, là. Il me semble, en tout cas. Il me semble. Ben, après, tu sais, j'ai pas les définitions, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui se fait rapidement, là. J'ai pas touché la partie intime d'un autre passager, etc. Mais effectivement, c'est ce qui est pour moi inquiétant, c'est pratiquement tous les indicateurs ont progressé. Si c'est pas par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année précédente, du simple au double. Donc vraiment, puis c'est pas un phénomène isolé à un type d'activité. Ce sont l'ensemble des crimes potentiels qui augmentent de manière très, très, très rapide. Je ne sais pas s'il y a des causes à ça. Évidemment, bon, l'augmentation de l'itinérance, le ralentissement économique combiné avec un sentiment d'inaccessibilité, peut-être à la consommation, au logement, etc. Je sais pas s'il y a des causes qui ont été identifiées, mais c'est quand même très, très, très préoccupant. Puis ça témoigne d'une espèce de phénomène là, de laisser-aller à Montréal qu'on perçoit quand même bien là, depuis quelques années. Oui, parce que ce qui se passe en surface se passe également dans les sous-sols de Montréal. D'ailleurs, notre collègue Richard Martineau l'a vécu avec sa fille. Sa fille a été sauvagement agressée physiquement, donc ça rentre dans la catégorie voie de fait ici. Cause, là. Sans aucune cause, exactement. Elle était là. C'était quelqu'un qui était en crise. Je crois que c'était une dame qui était en crise psychotique et qui a tout simplement frappé violemment la fille de notre collègue Richard Martineau. Et, soit dit en passant, il y a une tentative de meurtre en 2023
2023. Ce qui est moins qu'il y a 2 ans. Ce qui est quand même moins qu'il y a 2 ans. Mais, tu sais, on se console où on peut, je ris, pense. mais ouais, c'est ça. C'est un peu dérangeant de lire tout ça. Ben, la STM dit que oui, il y a effectivement une hausse, elle reconnaît. Hein, je veux dire, ça, les chiffres ne mentent pas. Elle dit qu'il y a 16 constables spéciaux qui ont été ajoutés à l'équipe en décembre et qui sont aujourd'hui plus de 150 à l'embauche de la STM. Les chiffres montent quand même. C'est quand même peut-être un petit mot, André-Sylvain, mais tu sais, je suis toujours mi-figue, mi-raisin par rapport à cette histoire de transport en commun. Tu sais, on veut que les gens reprennent, on veut le financer, on impose des taxes, mais au final, tu sais, je sais pas, non seulement pour moi qui habite à un endroit puis qui travaille à un autre, c'est totalement impraticable comme moyen de transport, mais là, tu sais, si j'ai une chance sur 2 de me faire frapper sa tête puis de violer, là, à un moment donné, tu sais, je vais prendre ma trottinette, mettons. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je reste dans le transport en commun de la ville de Montréal, particulièrement pour l'instant, en tout cas. J'ai une fleur et un pot. Donc, je vais commencer par la fleur. À partir de l'été 2025, les utilisateurs vont pouvoir enfin, je dirais, recharger leur carte aux puces et utiliser leur téléphone cellulaire pour passer la carte à la guérite. Donc, c'est déjà possible de la recharger en ce moment avec l'application Chrono. Donc, éviter la file d'attente le 1er du mois. Et donc là, à ce moment-ci, on va pouvoir passer carrément avec le téléphone. Donc, plus besoin de physiquement avoir sa carte. De l'autre côté, v'là le pot. Ça, c'était la fleur. J'attends. Je me protège. Ben, ça va coûter plus cher pour prendre le transport en commun. Et dès le 1er juillet, hein, fait que c'est là. Ouais. Absolument, c'est là. À titre indicatif, le titre mensuel ordinaire sur l'île de Montréal va passer de 97 $ à 100 $. À Laval et Longueuil, ça va coûter 5 $ de plus. Donc, moi qui est originaire de Laval, je prends le métro, c'est les 2 zones, c'est 5 $ de plus. Je vais être rendu à 160 $ au lieu de 155. Par contre, le prix du billet pour 1 et 2 passages sur l'île de Montréal ne va pas augmenter. Et puis, c'est pas mal ça. C'est pas de très grosses augmentations quand même. On en demande beaucoup plus aux automobilistes qu'aux gens qui prennent le transport en commun, clairement. C'est vrai. C'est vrai. C'est inégalement réparti. Moi, je sais pas si j'opérais une business qui était hautement déficitaire et qui était en train de mourir de faim, j'augmenterais mes tarifs. Là, je dis ça comme ça, je dis rien, là, mais apparemment, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Faudrait peut-être augmenter la sécurité pour te convaincre de le prendre, le métro. Mais là, ça fait des coûts. Franchement, on abolit la sécurité, on monte les prix vraiment élevés. Tu vas voir, ça va bien fonctionner à la fin. Tout savoir en 24 minutes. Alors, si vous avez reçu des prestations pour la COVID-19, je me souviens plus de l'appellation exacte, là, mais que vous en avez, la PCU, merci infiniment. Il y a même une chanson. C'est vrai? Oui. Tu risques pas à la chanter? Non, on va la trouver, en régie. Check bien ça. Ben alors, si vous avez reçu des prestations... pas le bye-bye, là, je sais pas dans quelle année, là, mais tu sais, la PC... Là, écoute, bon, continue, excuse-moi. Désolé. Donc, il y en a eu des Canadiens qui ont reçu de la PCU pendant la pandémie. Il y en a eu, surtout, qui en ont reçu trop. Le gouvernement leur a dit, écoutez, là, voulez-vous rembourser, s'il vous plaît. Maintenant, la carotte est terminée, on passe au bâton. Le gouvernement va envoyer des avis juridiques aux gens qui doivent de la PCU, qui en ont touché en trop. Alors, ça devrait partir là, à peu près dans les semaines qui viennent maximum. Donc, surveillez votre boîte aux lettres si c'est le cas. Le gouvernement vous menace de vous poursuivre en justice. Surveille ta boîte aux lettres. Non, mais... Alors, j'étais service essentiel, moi. Hein? J'étais dans les médias. Écoute, et moi donc, consultant en management, que ferions-nous sans moi? Mais blague à part, c'est intéressant cette réflexion-là parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même deux types de situations. Il y a ceux qui ont reçu la PCU, qui en avaient pas besoin ou qui l'ont reçu par erreur ou là. Puis il y a des gens qui ont fraudé. Là, puis après, c'est difficile de départager l'intention là, dans tout ça, mais je m'imagine quand même bien le scénario, André-Sylvain, de la personne qui avait peut-être un petit emploi ou on sait pas trop, là, des situations, puis souvent des situations un peu de pauvreté ou de difficulté à joindre les deux bouts. C'était quand même un beau chèque qu'on recevait du fédéral. Puis toutes ces années plus tard, puis ça excuse pas le fait que c'était pas légal, mais toutes ces années plus tard, ces gens-là, ils ont pas 10 000 $ dans leur compte chèque là, ou dans leur un compte
compte d'épargne. Fait que là, l'État vient dire, hey, t'as reçu les 3, 4, 5 mois de chèque de PCU, redonne-le-moi. Qu'est-ce que tu veux dire, redonne-le-moi? Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma bouffe. Fait que ça va aussi créer des situations comme celle-là où on va peut-être s'acharner sur le pauvre monde. Puis c'est là où, encore une fois, c'est difficile de présupposer l'intention qu'il y avait derrière, mais je pense qu'il faut quand même, c'est la raison pour laquelle l'ARC, il va très tranquillement donner un break quand même, parce que c'est souvent les ménages les moins nantis qui se retrouvent avec ces problématiques-là, puis ça renforce le cercle de pauvreté puis de violence dans le métro, puis en tout cas un paquet d'affaires là, qui sont... le gouvernement dit quand même qu'il se dit extrêmement ouvert à des ententes de paiement et il n'y aura pas d'intérêt de charger pour les gens qui doivent cet argent-là. Franchement, on les critique souvent, mais là-dessus, puis pour les raisons que je viens d'évoquer, je leur lève un peu mon chapeau. Là, on parle pas non plus de centaines de milliards de dollars, puis ça peut donner un break à des familles sans intérêt, au moins de se régulariser sur une couple de mois, une couple d'années. Je pense que c'est la bonne. J'aurais fait la même chose si j'étais l'ARC, honnêtement. Tout savoir en 24 minutes. Je vais absolument te parler de la comédie musicale Waitress qui s'est ouvert à Montréal et c'est un grand succès d'opinion. Notre collègue Stéphanie Villeneuve est allée hier et elle dit, écoute, c'est pas compliqué, elle dansait et chantait encore tantôt avant de partir. Bon. Donc, tout ça pour dire que Marie-Ève Janvier, Sharon James, Julie Ringuette ont complètement conquis le cœur des spectateurs qui étaient là. D'ailleurs, je montre. Mon Dieu, OK. On voit des images. On voit des images. Ça, c'est parfait. Puis pour ceux qui nous écoutent à la radio, évidemment. J'allais montrer le programme officiel exactement. Ouais. C'est Joël Legendre qui est le metteur en scène associé dans ça. Quelques petits détails qu'on m'a parlé qui achoppaient peut-être un peu dans la traduction, là, comme le docteur qui vient du Maine. Il aurait peut-être pu venir d'une place un peu plus québécoise ou quelque chose. Mais autrement, c'est un moment, semble-t-il, extraordinaire. Joël Legendre. Oui, Joël Legendre. Je tenais à t'en parler. Fin de la parenthèse, excuse-moi. Je tenais à t'en parler parce que je te rappelle que cette comédie musicale-là a failli tomber complètement dans le trou noir de la faillite de Juste pour rire. Ouais. Et c'est Sylvain Parent-Bédard de Comédia qui, lui, a sauté sur l'occasion. Il a dit, c'est pas vrai que cette pièce-là va finalement ne pas être présentée en raison de la faillite de Juste pour rire. Il a repris ça, il l'a pris en main, les comédiens, les acteurs et tout ça ont réussi à présenter ça, et c'est un succès. Donc, je tenais juste à le souligner. Paraît que c'est une belle production, paraît que c'est vraiment intéressant à aller voir. Donc, Waitress, ça joue où? Là? Je cherchais les informations. C'est ça dans le programme, certainement. Ouais, c'est écrit. On vous postera les informations dans les notes de l'émission, chers amis. Quelle bonne idée! Nous voilà bien préparés, André-Sylvain. Non, c'est juste que j'ai le programme. Franchement, j'ai regardé qui jouait dedans. Ah, bon. Tu sais, davantage que où ça se jouait. Ça doit être au Saint-Denis, je présume. Je présume. Tout savoir en 24 minutes. Il nous reste très peu de temps pour te parler du débat de ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. En ce moment, Donald Trump est un peu gagnant dans les États clés, selon les derniers sondages. Ça pourrait peut-être basculer ce soir. Les conditions du débat qui est mon Dieu Seigneur, j'allais le dire en anglais, qui se déroule à CNN, dans les studios de CNN. Par contre, ça va être diffusé dans l'ensemble du pays. Il y a des règles extrêmement strictes, et moi, il y en a une qui me parle particulièrement, qui fait directement référence à leur dernier débat qui avait été une catastrophe. Une cacophonie, d'ailleurs. Ce qui avait donné le fameux « Will you shut up, man » de Joe Biden Joe, on l'aime. À Donald Trump. Je pourrais traduire librement « Vas-tu fermer ta gueule, bonhomme? » Alors, il n'y aura pas à dire ça ce soir, Joe Biden, parce que le micro va être fermé automatiquement après le temps alloué de parole. Le temps de parole alloué, voilà, j'ai fini par le dire. Donc, à ce moment-là, je pense peut-être que ça pourrait faire une certaine différence. Parce que
Donald Trump a toujours été, depuis 2015, en réalité, quand il est descendu de son fameux escalier mobile pour montrer qu'il allait se présenter, il a toujours été dans l'attaque. Il attaque. Présente pas toujours beaucoup d'idées quand il parle, mais il attaque. Et c'est ce qu'il avait tenté de faire dans le dernier débat, et ça avait été une catastrophe. Lui était sorti content comme... Donc, pour lui, là, c'était la meilleure performance à vie de tous les... mais comme c'est tout ce qu'il fait, le meilleur à vie. Là, quand il descend les marches, c'est les meilleures marches à vie. C'est exactement pour ça que j'ai dit ça comme ça. Donc, lui, il était convaincu qu'il avait bien réussi, il serrait des mains, il était fier de lui. Et quand il a vu les commentaires le lendemain, tu connais la fable d'Anderson, là, le roi est nu, puis personne lui dit, là, la toge de l'empereur. La toge de l'empereur. Oui. Bon, et c'est drôle parce que je sais pas si tu sais, mais M. Trump, qui est un golfeur, là, bon, sûrement mieux que toi puis moi, là, mais tu sais, il joue pas dans la PGA, là, a gagné quelque chose comme 7 des concours qui ont eu lieu chez eux, puis on a comme le sentiment que les gens le laissent gagner, tu sais. Fait que souvent, cette espèce de sentiment d'être le meilleur, je pense que c'est renforcé énormément par son entourage. C'est sûr et certain qu'il ne s'entoure que, en anglais, on dit des yes man, donc des oui monsieur, c'est carrément de ça qu'il est entouré, il ne tolère que ça, en tout cas, il a démontré qu'il était assez convaincu de son intelligence et disons que ça va être intéressant ce soir de voir de quel côté va pencher la balance. Je peux juste d'y aller de ma mini lecture accélérée. J'ai lu sur Politico plusieurs commentateurs qui disaient, et je pense qu'il y a comme 2 facteurs. Là. D'un côté, M. Trump, qui est parfois comme complètement déluré, un peu fou, qui dit n'importe quoi, qui arrête pas de parler. S'il monte ce côté-là, je pense qu'il va perdre des plumes. Donc, sa job, à quelque part, c'est de rester calme, de se montrer présidentiable. L'autre candidat, évidemment, M. Biden, tu sais, au State of the Union, il a été excellent, là, énergique, drôle, etc. Et il a tendance à mumbler, il a tendance à rentrer dans des éléments plus techniques, des politiques, des chiffres, puis ça emmerde tout le monde. C'est un homme excessivement intelligent, Joe Biden, mais il rentre, parce qu'il connaît les dossiers, il rentre dans les dossiers, puis là, on le perd. Donc, chacun, de part et d'autre, ont un travail à faire sur leur présence, puis tous les commentateurs alignaient ça un peu sur ces 2 axes-là, la folie de l'un et la technicalité de l'autre. Là, c'est plus difficile, justement, de faire valoir ta folie quand ton micro est fermé. Ça va peut-être lui rendre service, finalement, cette règle-là. Qui sait, il a relativement refusé de se préparer de façon traditionnelle, alors que Joe Biden, lui, l'a fait. Comme d'habitude. Écoutez, résumer l'actualité en 27 minutes, 26 secondes. minutes. C'est mission accomplie. À demain, André Sylvain. Merci, bye.